Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vali, raconte-moi une histoire. Je vais vous raconter un nouveau conte d'hiver de Karen Blixen. Le chant de la douleur. Très belle écoute à tous. La campagne vallonnée du Danemark était sereine et silencieuse, mais bien éveillée en cette heure matinale qui précède le lever du soleil. Pas un nuage dans le ciel pâle, pas une ombre sur les champs, les collines et les bois baignés dans la brume couleur de perles qui montait de tous les replis de terrain. L'air était frais, des gouttes de rosée mouillaient l'herbe et le feuillage. La nature, que ne troublait ou n'inquiétait ni le regard de l'homme ni son activité, s'abandonnait au souffle éternel de la vie, que nul langage ne saurait décrire. Pourtant, une race humaine avait vécu sur cette terre pendant 1 million d'années. Elle avait été modelée par son sol, par son climat, marquée par ses pensées, de sorte que personne n'aurait su dire où cessait l'existence du pays, où commençait l'existence de l'homme. L'étroite ligne grisâtre de la route qui serpentait à travers la plaine et sur le flanc des collines exprimait sous une forme matérielle le désir humain d'un sort plus clément et sa conviction que la douceur de vivre existait ailleurs. Un enfant du pays aurait pu lire comme dans un livre ouvert les secrets de ce paysage. La mosaïque irrégulière des prés verts et des champs de blé, jaunes d'or, racontait le dur effort des hommes luttant pour leur pain quotidien. Au cours des siècles, ils avaient appris la manière de labourer et de semer. Sur une colline éloignée, la croix des ailes immobiles d'un moulin à vent marquait une autre étape de l'histoire du pain. Des toits de chaume, semblables à une longue et brune levée de terre, là où les cabanes se pressaient les unes contre les autres, décrivaient la vie du paysan, depuis le berceau jusqu'à la tombe. Le paysan qui, plus que toute autre créature, est près du sol et en dépend, prospère pendant une année fertile, mais est voué à la mort pendant les périodes de sécheresse ou d'épidémie. Un peu plus haut, l'église couverte de tuiles rouges, le tracé horizontal du mur blanc du cimetière et l'élan vertical des grands peupliers qui l'entourent révèlent l'existence d'une région chrétienne. Un enfant du pays reconnaît dans cette église un édifice unique, habité seulement pendant quelques heures un jour sur 7, mais doué d'une voix forte et sonore pour annoncer les joies et les peines de la contrée. Elle est pour lui comme la personnification massive de la foi de la nation en la justice et la miséricorde du ciel. Une vaste maison de maître s'élève au bout des majestueuses avenues de tilleuls, dont la silhouette pyramidale se dresse entre les coupoles feuillues des bois et des bosquets. Ces élégantes figures géométriques profilées sur l'azur brumeux prennent un aspect symbolique aux yeux d'un enfant du pays. Elles parlent de puissance et de grandeur. C'est ici que se décide le sort de la contrée environnante, des hommes et des bêtes qui la peuplent. Les paysans lèvent les yeux avec un respect mêlé de crainte vers les pyramides vertes des tilleuls défilant devant la place forte, témoin d'une époque de dignité, de décorum et de goût. Le sol danois n'a pas produit de fleurs plus belles que cette demeure à l'extrémité de la longue avenue. Dans ces pièces spacieuses, la vie et la mort se présentaient avec une grâce imposante. La maison de campagne n'était pas dressée vers le ciel comme l'église, ni penchée vers la terre comme les chaumières. Son horizon était plus vaste. Elle faisait partie des chefs-d'œuvre d'architecture répandus sur l'Europe entière. On avait appelé des artisans étrangers pour lambrisser les murs et les couvrir d'ornements en stuc.
Ses habitants faisaient des voyages et en rapportaient des idées. Ils avaient fait connaissance avec les modes et les beautés nouvelles. Ils avaient acclimaté chez eux les peintures, les tapisseries, l'argenterie, les cristaux des pays lointains. À présent, la vie dans les maisons de campagne danoises comportait la possession de ces œuvres d'art. La gentilhommière était aussi solidement enracinée dans le sol danois que les cabanes des paysans. Elle avait formé une fidèle alliance avec les vents qui soufflaient des 4 points cardinaux, avec le changement des saisons, la vie des bêtes, des arbres et des plantes. Mais les habitants de la vaste demeure, ombragée de tilleuls, ne s'intéressaient guère à ce qui préoccupait les paysans. Les vaches, les chèvres, les cochons. Ils parlaient de chevaux et de chiens ou de la faune sauvage. Le gibier auquel les paysans montraient le poing quand ils le voyaient venir dans le jeune seigle vert ou dans les blés mûrissants représentait pour les châtelains le principal attrait de l'existence. Les signes du ciel proclamaient solennellement la continuité, l'immortalité temporelle de cette noble maison, où des générations nombreuses s'étaient succédées. Les familles qu'elle abritait vénéraient le passé, en même temps qu'elles se respectaient elles-mêmes, car l'histoire du Danemark était leur propre histoire. De mémoire d'homme, un Rosenkrantz avait résidé à Rosenholm, un Dwell à Verange, un Skill à Gamalestrup. Ces gentilshommes avaient vu se succéder les rois et changer les modes, les styles. Ils avaient fait de l'existence de leur domaine leur propre existence, de sorte que leurs égaux, les paysans, les appelaient par leur nom de leur terre, Rosenholm, Verange, Gamalestrup. Il apportait peu au roi, à la famille et au maître actuel de la gentilhommière lui-même, quel Rosenkrantz, Uel ou Skill, dans cette longue succession de pères et de fils, représentait à ce moment-là les champs, les bois, les paysans, le bétail, le gibier du domaine. Le propriétaire des terres assumait plus d'un devoir. Devoir envers Dieu, devoir envers le roi, devoir envers ses gens, devoir envers le nom qu'il portait. Toutes ces obligations se fortifiaient les unes les autres et se résumaient en somme en un seul et unique devoir envers son patrimoine. Le devoir suprême consistait à maintenir la persistance sacrée de la race et à produire un nouveau Rosenkrantz, un nouveau Well, un nouveau Skill à Rosenholm, Verange et Gamalestrup. Dans les manoirs, on appréciait la grâce féminine. Avec la chasse et le bon vin, elle était la fleur et l'emblème de l'existence plus raffinée que l'on menait dans les nobles demeures. Et au fond du cœur, les vieilles familles s'enorgueillissaient plus de leurs filles que de leurs fils. Les dames, qui se promenaient dans les allées de tilleuls, ou circulaient dans les lourds carrosses à 4 chevaux, portaient en elles l'avenir du nom, et telles que de vivantes et jeunes cariatides, elles soutenaient la maison de leurs bras. Conscientes de leur valeur, elles se mouvaient dans une atmosphère d'hommage empressé et de culte de leur propre personne. Il est possible qu'elles aient spontanément ajouté à leur qualité une grâce humaine un peu malicieuse. Quelle n'était pas la liberté dont elles jouissaient, quel n'était pas leur pouvoir. Certes, leur maître gouvernait le pays et se permettait bien des libertés. Pourtant, lorsqu'on en arrivait au principe vital et suprême de leur monde, la légitimité, c'était bien elle qui pesait le plus lourd dans la balance. Les tilleuls étaient en fleurs, mais à cette heure matinale, on ne percevait qu'un léger parfum au jardin, message aérien, écho balsamique des rêves que l'on fait pendant les courtes nuits d'été. Un jeune homme longeait la longue avenue qui conduisait à la maison au bout du jardin, pour rejoindre un petit pavillon blanc de style classique, d'où l'on jouissait d'une vue très étendue. Les vêtements simples du jeune homme comportaient pourtant du linge fin et de jolies dentelles. Il était tête nue, un ruban rattachait ses cheveux noirs.
vigoureux et d'aspect résolu. Le promeneur avait de beaux yeux et de belles mains. Il boitait légèrement d'une jambe. La grande maison au bout de l'avenue, le jardin et les champs avaient été le paradis de son enfance. Mais il avait voyagé et vécu loin du Danemark, à Rome et à Paris, où il était attaché à la légation danoise et aussi à la cour du roi Georges d'Angleterre, le frère de la malheureuse jeune reine danoise, et il n'avait pas revu sa demeure ancestrale depuis 9 ans. Il ne pouvait s'empêcher de sourire en trouvant tous ces lieux tellement plus exigus que dans ses souvenirs, mais en même temps, il était singulièrement ému en les revoyant. Des morts s'avançaient vers lui et lui souriaient. Un petit garçon au col plissé et portant un cerceau et un cerf-volant passa en courant dans l'allée. Il lui jeta un vif regard et lui demanda en riant « Veux-tu prétendre que tu es moi ?» Il essaya de l'attraper au passage et de lui répondre « Mais oui, je t'affirme que je suis toi. » Mais l'autre s'enfuit légèrement sans attendre sa réponse. Le jeune homme, qui s'appelait Adam, avait des raisons particulières de s'intéresser au manoir et aux terres. Pendant 6 mois, il avait été l'héritier de tous ses biens, et nominalement, il l'était encore à cette heure. C'était cette circonstance qui l'avait amené d'Angleterre jusqu'ici. Il y pensait en suivant les avenues du parc. Le vieux seigneur du manoir, l'oncle d'Adam, avait eu bien des déboires dans sa vie familiale. Sa femme était morte jeune, et 2 de leurs enfants n'avaient vécu que peu de temps. Le fils qui lui restait, camarade de jeu d'Adam, était un garçon maladif et d'humeur morose. Pendant 10 ans, le père voyagea avec lui de ville d'eau, en Italie et en Allemagne, n'ayant guère d'autre compagnie que celle de ce garçon silencieux et presque moribond. Pourtant il protégeait des 2 mains la petite flamme vacillante dans l'espoir qu'elle ne s'éteindrait pas avant qu'un nouveau porteur du nom la fît briller de nouveau. À cette même époque, un autre malheur avait frappé le vieux gentilhomme. Il tomba en disgrâce à la cour où il avait occupé jusqu'alors une haute situation. Sur le point de relever le prestige de sa famille par le riche mariage de son fils, il vit mourir le fiancé qui n'avait pas encore atteint ses 22 ans. L'ambitieuse mère d'Adam lui apprit triomphalement la mort de son cousin et le changement survenu dans sa propre fortune. Il ne sut que penser en recevant sa lettre. Si l'héritage lui avait été accordé au temps où jeune garçon il vivait au Danemark, c'eût été pour lui le comble du bonheur. Il en serait ainsi pour ses amis et ses camarades d'études danois s'ils étaient à sa place. Il le féliciterait tous et il l'envierait. Mais Adam n'était ni cupide ni vaniteux. Il avait d'ailleurs confiance en ses capacités personnelles et s'était réjoui de constater que ses succès ne dépendaient que d'elle. Sa légère infirmité lui avait toujours valu une situation un peu à part de celle des autres garçons. Peut-être avait-elle aiguisé sa sensibilité à l'égard de bien des aspects de la vie. Par exemple, il ne jugeait pas tout à fait légitime que le chef de famille fût boiteux d'une jambe. Il ne voyait même pas son avenir sous le même jour que les siens. En Angleterre, il avait approché une richesse et une splendeur dont sa famille n'avait pas la moindre idée. Il avait été amoureux d'une Anglaise qui avait répondu à sa passion et dont le rang et la fortune étaient tels que le plus beau domaine du Danemark lui eût paru un jouet d'enfant. Il avait aussi appris en Angleterre à connaître les grandes idées du siècle concernant la nature, le droit à la liberté, la valeur de l'homme, la justice, la beauté. L'univers avait pris pour lui des dimensions infiniment plus vastes. Il ne désirait que l'élargir encore et projetait un voyage en Amérique, dans le Nouveau Monde. Au premier moment, il se sentit pris au piège, comme si les morts qui portaient son nom sortaient du tombeau familial et tendaient vers lui leurs bras parcheminés. Pourtant, ce fut alors qu'il se mit à rêver, la nuit, à la vieille maison et au jardin.
Il se promenait en songe dans les avenues de tilleuls et respirait le parfum des arbres en fleurs. Lorsqu'à Ranelagh, une vieille bohémienne avait regardé sa main et lui avait prédit qu'un de ses fils résiderait dans le domaine de ses pères, il avait éprouvé une satisfaction subite et profonde, bien curieuse, chez un jeune homme qui jusqu'alors n'avait jamais pensé à ses fils. 6 mois plus tard, sa mère lui écrivit de nouveau. Cette fois, la lettre lui annonçait que le vieil oncle avait épousé lui-même la jeune fille destinée à son fils défunt. Le chef de la famille était encore à la fleur de l'âge. Il n'avait pas dépassé la 60aine. Et bien qu'Adam se souvînt de lui comme d'un homme petit et fluet, il restait vigoureux, et sa jeune épouse pourrait certainement lui donner des héritiers. Dans son désappointement, la mère d'Adam rejetait sur lui toute la responsabilité de cette aventure. S'il était retourné au Danemark comme elle l'en avait prié, son oncle l'aurait sans doute considéré comme son fils et ne se serait pas remarié. Bien au contraire, il lui aurait cédé la jeune fiancée. Mais Adam était mieux informé sur le sujet que sa mère. La propriété familiale, à l'encontre des domaines voisins, s'était transmise de père en fils depuis que le premier propriétaire s'y était installé. La succession directe était une tradition jalousement gardée par le clan et un dogme sacré pour l'oncle, dont un fils issu de sa propre chair comblerait tous les désirs. À la nouvelle du mariage de son oncle, le jeune homme fut saisi d'un remords cuisant. Il lui semblait avoir trahi le vieux domaine du Danemark et avoir pris à la légère l'offre généreuse d'un ami qui lui avait été fidèle, mais dont il avait payé la fidélité par une attitude déloyale. Ce ne serait que justice, se disait Adam, si dorénavant la propriété me reniait et m'oubliait. Le mal du pays, inconnu jusqu'ici, s'empara de lui, et pour la première fois il se sentit étranger dans les parcs et les avenues de Londres. Il écrivit à son oncle et lui demanda de bien vouloir le recevoir et de lui permettre de séjourner chez lui. Il sollicita aussi un congé à la légation et s'embarqua pour le Danemark. Dans sa pensée, il voulait se réconcilier avec le manoir, et ayant peu dormi pendant la nuit, il s'était levé de bon matin. À présent, il longeait l'allée de tilleuls et essayait d'expliquer son attitude au jardin, à la maison, aux champs et au bois, pour se faire pardonner. Cependant, le jardin s'apprêtait paisiblement et sans hâte à faire sa besogne journalière. Un gros escargot traînait dignement son sillage argenté le long de l'avenue. Et Adam se rappelait que son grand-père en avait rapporté l'espèce de France et qu'il en avait mangé ici dans son enfance. Quand Ada passa sous un vieil arbre, des oiseaux chantaient déjà dans ses branches. Quelques-uns d'entre eux harcelaient un hibou. Le règne de la nuit avait pris fin. Adam voyait le ciel s'éclaircir au bout de l'allée. Une clarté extatique d'une mystérieuse douceur emplissait le monde, annonçant le lever du soleil avant une demi-heure. Le long du jardin s'étendait un champ de seigle. 2 chevreuils y avaient pénétré. Leur pelage prenait une teinte rosée à la lueur de l'aube. Adam parcourut le champ du regard. Au temps où il était petit garçon, il y faisait trotter son poney, et c'était dans la forêt voisine qu'il avait tué son premier cerf. Il se rappelait les vieux serviteurs qui lui avaient appris à tirer. Il se rappelait jusqu'à leur nom. Certains d'entre eux étaient aujourd'hui au cimetière. Le promeneur se disait que les liens qui l'attachaient à ces lieux avaient un caractère mystérieux. Il resterait aussi fort même si Adam quittait de nouveau le domaine pour n'y jamais revenir, tant qu'un membre de sa race et portant son nom résiderait au manoir, chasserait dans la campagne et serait honoré par les habitants des cabanes. Adam lui-même aurait un foyer et serait en sécurité, sachant qu'il avait des racines dans cette terre, qui lui valaient un certain poids dans le monde et parmi les hommes. Ses yeux se posèrent sur l'église. Autrefois, avant la venue de Martin Luther,
Les cadets des grandes familles étaient entrés dans les ordres de l'Église de Rome et avaient abandonné leur fortune et leur prospérité matérielle pour servir un plus grand idéal. Eux aussi avaient fait honneur à leur demeure ancestrale et leur nom se trouvait dans les registres familiaux des domaines. En cette matinée solitaire, Adam laissa libre cours à ses pensées. Il lui semblait qu'il devait parler à la contrée comme à une personne, comme à la mère de sa race. « N'est-ce donc que ma personne que tu désires ?» lui demanda-t-il. « Rejettes-tu mon énergie, mon travail, mes rêves ? Si le monde pouvait reconnaître que la valeur et la vertu de notre nom n'appartiennent pas seulement au passé, n'en seras-tu pas satisfaite ?» Un trop profond silence régnait dans la campagne pour que le jeune homme pût discerner si la terre lui répondait ou non. Il reprit sa promenade un peu plus tard et parvint à la roseraie à la française, aménagée par la jeune maîtresse du domaine. En Angleterre, il avait apprécié l'habitude de ne pas contraindre les plantes dans leur épanouissement. Il aurait voulu délivrer les captives rougissantes et leur permettre de prospérer librement au-delà des haies soigneusement taillées. Peut-être, se disait-il, ce jardin élégant et conventionnel est-il un portrait floral de ma jeune tante, la dame de la cour, que je n'ai pas encore vue. En arrivant une fois de plus au pavillon, à l'extrémité de l'avenue, il s'arrêta, surpris, à la vue d'une image dont les teintes délicates ne s'accordaient pas avec un matin d'été au Danemark. Cette image était celle de son oncle, poudré, en bas de soie, mais portant encore sa robe de chambre de soie brodée, brochée. Il était visiblement plongé dans une profonde méditation. Adam se dit « Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet amateur de la beauté, qui est depuis 3 mois l'époux d'une jeune femme de 17 ans, à se lever avant le soleil pour descendre au jardin ?» Et le neveu alla rejoindre le petit homme si mince et si droit. En l'apercevant, l'oncle ne manifesta aucune surprise. D'ailleurs, rien jamais ne paraissait le surprendre. Il accueillit Adam par un compliment sur son lever matinal, aussi aimablement qu'il l'avait accueilli la veille au soir à son arrivée. Un peu plus tard, il regarda le ciel et annonça avec solennité « La journée sera chaude ». Dans son enfance, la façon cérémonieuse et imposante dont le vieux seigneur constatait les événements les plus banals de l'existence avait toujours fait grande impression sur Adam. On aurait pu se croire en présence du maître de cérémonie de notre Seigneur. Tout ici était inchangé depuis toujours. L'oncle offrit au neveu une pincée de tabac à priser. « Non merci, mon oncle. Le tabac oblitérerait mon odorat, qui ne serait plus sensible au parfum de votre jardin, dont la fraîcheur atteint celle du jardin d'Éden, nouvellement créé. Mais toi, mon cher Adam, tu pourras manger librement de tous les arbres de ce jardin, dit l'oncle en souriant. Ensemble, ils remontèrent lentement l'avenue. Le soleil, caché jusqu'alors, apparaissait au-dessus des arbres les plus grands. Adam parla de la beauté de la nature et de la grandeur des paysages nordiques, moins façonnés par la main de l'homme que ceux d'Italie. L'oncle prit cet éloge de la contrée pour un compliment personnel à son adresse et félicita Adam de n'avoir pas appris à mépriser sa patrie dans les pays étrangers, à l'instar de tant d'autres jeunes voyageurs. « Non, dit Adam, j'ai eu récemment en Angleterre la nostalgie des champs et des bois de mon pays danois. Et j'ai lu une nouvelle pièce danoise en vers qui m'a enchanté, plus que toute œuvre anglaise ou française. » Et le jeune homme cita le nom de l'auteur, Johannes Ewald, et quelques vers puissants et tumultueux. Encore tout ému par la citation qu'il venait de faire, il ajouta « Je me demande pourquoi nous n'avons pas compris jusqu'à présent combien notre mythologie nordique dépasse, par sa grandeur morale, celle de la Grèce et de Rome. N'eût été la beauté physique des anciens dieux, qui sont venus à nous sous la forme de statues de marbre,
Aucun esprit moderne ne les trouverait dignes d'être adorés, ni d'être l'objet d'un culte. Ils étaient médiocres, capricieux, perfides. Les dieux de nos ancêtres danois ont un caractère plus divin, de même que le druide est plus noble que l'augure. Car les dieux aux cheveux blonds d'Asgard pratiquaient les plus sublimes vertus humaines. Ils étaient justes, dignes de confiance, bienveillants et même chevaleresques à une époque barbare. Pour la première fois depuis leur rencontre, l'oncle parut s'intéresser réellement à la conversation. Il s'arrêta et releva un peu son nez majestueux. « C'était plus facile pour eux, dit-il. »« Qu'entends-tu par là, mon oncle ?» interrogea Adam. Le vieux seigneur répéta. « C'était beaucoup plus facile pour les dieux nordiques que pour ceux de la Grèce, d'être, comme tu le prétends, justes et bienveillants. Quant à moi, je trouve que nos anciens Danois, en consentant à adorer des divinités pareilles, ont fait preuve d'une sorte de faiblesse d'esprit. »« Mon cher oncle, riposta Adam, qui souriait, j'ai toujours estimé que les modes et usages de l'Olympe te paraîtraient familiers, mais je t'en prie, dis-moi pourquoi, à ton avis, la vertu est plus facile à nos dieux danois qu'aux dieux de climat plus doux. »« Parce qu'ils étaient moins puissants, répondit l'oncle. »« Mais le pouvoir barre-t-il donc la route à la vertu ?»« Non, répondit gravement le vieillard. Le pouvoir est, en fait, la vertu suprême. Mais les dieux dont tu parles ne furent jamais tout-puissants. Ils ne cessaient d'avoir à côté d'eux ces forces obscures qu'on appelle les géants, et qui étaient cause des souffrances, des désastres, de la ruine et de notre monde. Les dieux pouvaient s'en charger, se consacrer à la tempérance et à la bonté. Un Dieu tout-puissant n'a pas cette ressource ou cette facilité. Sa puissance l'oblige à se charger de tout. Il est responsable de la destinée de l'univers. Ils avaient longé l'avenue jusqu'à l'endroit d'où l'on apercevait le manoir. Le vieux seigneur s'arrêta et parcourut du regard la maison et ses abords. L'imposante construction n'avait pas changé, et derrière les 2 hautes fenêtres de la façade se trouvait aujourd'hui la chambre de sa jeune tante. Adam le savait. L'oncle fit demi-tour et reprit la promenade en sens inverse, puis il dit « L'esprit chevaleresque dont tu parlais n'est pas une vertu omnipotente. Il faut au chevalier des forces rivales puissantes qu'il puisse défier. Quelle figure ferait Saint-Georges en face d'un dragon dont la force serait inférieure à la sienne? Le chevalier, qui ne trouve pas pour lui résister des forces supérieures, est obligé de les inventer et de se battre contre des moulins à vent. La qualité même de chevalier implique des dangers tout autour de la maison. La bassesse, les ténèbres. Non, crois-moi, mon cher neveu, en dépit de sa valeur morale, ton Odin chevaleresque d'Asgard doit prendre rang derrière ce Jupiter, qui avoue et accepte le monde sur lequel il règne. Mais tu es jeune et l'expérience des vieilles gens doit te sembler pédantesque. » Il resta immobile pendant un moment, après quoi il proclama avec solennité « Le soleil est levé !» En effet, le soleil apparaissait au-dessus de l'horizon. Le vaste paysage s'anima brusquement, la splendeur de la lumière fit briller l'herbe humide de 1000 feux. « Je t'ai écouté avec un grand intérêt, mon oncle, » dit Adam. Mais tandis que tu parlais, tu avais l'air préoccupé. Tes yeux se posaient constamment sur le champ au-delà du jardin, comme si un événement de grande importance, une question de vie ou de mort, nous y attendait. Maintenant que le soleil est levé, je vois les moissonneurs dans le seigle, je les entends qui aiguisent leurs faux. Je me souviens de t'avoir entendu dire que c'est aujourd'hui le premier jour de la moisson. C'est un grand jour pour un propriétaire terrien, et qui suffit bien à l'empêcher de penser aux dieux de la mythologie. Le temps est beau. Dieu merci, et je te souhaite une pleine grange. Le vieillard ne bougeait pas. Il s'appuyait sur sa canne. « Tu as raison, dit-il enfin. Il se passe quelque chose sur ce champ de seigle,
Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Asseyons-nous et je te raconterai toute l'histoire. » Ils s'assirent sur le banc devant le pavillon et pendant qu'ils parlaient, le vieux maître du domaine ne quitta pas du regard le champ de blé. « Il y a une semaine, dans la nuit de jeudi dernier, dit-il, quelqu'un a mis le feu à ma grange de Rochemodesgar. Tu connais l'endroit, tout près du marais. Le bâtiment a entièrement brûlé. Pendant 2 ou 3 jours, nous n'avons pu mettre la main sur le coupable. Puis lundi dernier, le gardien de Rodmose et le charron du quartier sont arrivés au manoir, amenant un gamin, Godskfil, le fils d'une veuve. Ils jurèrent sur la Bible qu'ils l'avaient vu à la tombée de la nuit rôder autour de la grange. Godsk n'avait pas une bonne réputation à la ferme. Le gardien lui en voulait à propos d'une histoire de braconnage, et le charron ne l'aimait pas non plus, car il le soupçonnait, je crois, de courtiser sa jeune épouse. Quand j'ai interrogé le garçon, il protesta par serment de son innocence, mais il ne put maintenir sa position en face des 2 hommes âgés qui l'accusaient. Je l'ai donc fait mettre sous les verrous, et j'avais l'intention de l'envoyer au juge du canton avec une lettre de moi. Le juge est un imbécile, et naturellement il ne ferait que ce que je voudrais. Il est capable d'envoyer ce garçon au bagne comme incendiaire, ou bien de le mettre chez les soldats, en insistant sur son mauvais esprit et son braconnage. Ou encore, s'il pensait agir selon mes désirs, de le relâcher tout simplement. J'étais à cheval pour voir si le seigle était bientôt mûr pour la moisson, quand on m'amena une veuve, la mère de Godsk. Elle me suppliait de l'entendre. Tu te souviens probablement d'elle. Elle s'appelle Anne-Marie et habite la petite maison à l'est du village. Elle non plus ne jouit pas d'une bonne réputation dans le pays. On prétend qu'étant jeune fille, elle attendait un enfant et s'est fait avorter. Après avoir pleuré pendant 5 jours, elle avait une voix si éraillée qu'il m'était difficile de la comprendre. Pourtant, elle parvint à me dire que son fils avait été en effet à la ferme de Rodmose le mercredi, mais sans mauvaise intention. Il était allé voir quelqu'un. Godsk est le fils unique de cette femme. Elle appela Dieu à témoin de son innocence, se tordant les mains et me conjurant de sauver son enfant. Nous nous trouvions dans le champ de seigle que nous contemplions en ce moment, toi et moi. Et j'ai été pris d'une idée subite. J'ai dit à la veuve, « Si en un jour, entre le lever et le coucher du soleil, tu es capable de faucher ce champ et que le travail soit bien fait, j'abandonnerai la poursuite et tu garderas ton fils. Mais si tu es incapable, il partira et tu ne le reverras sans doute jamais plus. » Anne-Marie considéra attentivement le champ de seigle, puis elle embrassa mes bottes de cavalier, tant elle m'était reconnaissante de lui accorder une pareille faveur. Quand le vieux seigneur se tut, Adam lui demanda. Elle aimait beaucoup son fils. C'est son unique enfant. Pour elle, il signifie le pain quotidien et le soutien de sa vieillesse. On peut affirmer qu'il lui est aussi cher que sa propre vie. De même que dans une sphère plus élevée, un fils représente pour son père le nom et la race, et qu'il est aussi précieux pour ce père que la vie éternelle. Oh oui, son fils est précieux pour elle, car il faut 3 hommes pour faucher en un jour ce champ de blé. Un homme seul ne le fauchera qu'en 3 jours. Aujourd'hui, Anne-Marie se mettra au travail au lever du soleil. Tu vas la voir à l'extrémité du champ, un fichu bleu sur la tête accompagné de l'homme qui la suit sur mon ordre, et qui certifiera qu'elle fait ses besognes sans l'aide de personne. 2 ou 3 de ses amis sont aussi autorisés à la suivre pour l'encourager. Adam parcourut le champ du regard, et vit en effet une femme, la tête couverte d'un fichu bleu, et quelques autres personnes près d'elle. L'oncle et le neveu gardèrent le silence pendant quelques minutes. « Crois-tu que ce garçon est innocent ?» dit alors Adam.
Je ne sais que penser, n'ayant pas de preuves. Les affirmations du gardien et du charron sont contraires à celles du garçon. Si vraiment je croyais ce qu'il me dit, ce serait pure affaire, ou de chance ou de sympathie. Ce gamin a été le camarade de jeu de mon fils, le seul qu'il ait jamais aimé, et avec lequel il se soit bien entendu. Crois-tu, reprit Adam, à la possibilité pour cette femme de remplir tes conditions ? Je ne saurais le dire. Ce serait impossible pour une personne ordinaire, mais aucune personne ordinaire n'aurait jamais accepté cette condition. Anne-Marie et moi, nous ne trichons pas avec la loi et la justice. Pendant un moment, Adam observa les mouvements du petit groupe dans le champ de seigle, après quoi il dit « Veux-tu rentrer au manoir ? Oh non, je pense rester ici jusqu'à la fin de cette histoire. »« Jusqu'au coucher du soleil ?» s'écria Adam avec surprise. « Oui, répondit le vieux seigneur. La journée sera longue. »« Oui, elle sera longue, mais, dit-il, comme Adam se levait pour s'en aller, si vraiment tu as en poche la tragédie dont tu parlais, aie la bonté de la laisser ici pour me tenir compagnie. » Adam lui tendit le livre. Dans l'allée, il rencontra 2 domestiques qui apportaient au pavillon le chocolat du matin à leur vieux maître. Le soleil montait dans le ciel et il commençait à faire chaud. Le parfum était littéralement enivrant et l'air du jardin s'emplissait d'une exquise suavité. À l'heure calme de midi, on percevrait dans la longue avenue un murmure bas et incessant, pareil au son lointain d'un orgue. Le bourdonnement d'un million d'abeilles qui pénétraient dans le calice mouvant des fleurs ivres de miel et de joie. Pendant le bref été danois, il n'est pas de période plus riche et plus merveilleuse que la semaine de floraison exubérante des tilleuls. L'arôme divin vous monte à la tête et vous emplit le cœur. Il identifie la campagne du Danemark avec les Champs-Élysées. L'odeur des foins se mélange au parfum du miel et de l'encens. On vit moitié au pays des fées, moitié dans une armoire à pharmacie. L'avenue se transformait peu à peu en un mystérieux édifice, temple de dryades, couvert du sommet à la base d'une profusion d'ornements, et tout doré par le soleil. Mais derrière le mur du jardin, sous les voûtes de feuillage, on jouissait d'une fraîcheur et d'une obscurité bienfaisantes, comme dans un sanctuaire paradisiaque, situé au milieu d'un monde en feu, et le sol restait humide. Dans la maison et derrière les rideaux des 2 fenêtres de la façade, la jeune maîtresse de séance quitta son vaste lit pour enfiler ses pantoufles à hauts talons. Sa chemise de nuit, garnie de dentelle, remontait au-dessus de ses genoux. Sur ses épaules, enroulées sur des épingles à friser, ses cheveux conservaient encore la poudre de la veille. Le jeune visage restait gonflé par le sommeil. La jeune femme s'avança jusqu'au milieu de la pièce, puis resta immobile. Elle paraissait très grave et plongée dans de profondes réflexions, mais, en réalité, elle ne pensait à rien. Seules des images sans ordre défilaient dans sa tête, et elle essayait de les classer dans le cadre habituel de son existence. Elle avait grandi à la cour qui était son univers, et dans tout le pays on aurait pu trouver sans doute créature plus exquisement élevée, conformément aux habitudes d'un palais. Grâce à la faveur de la vieille reine douairière, elle portait son nom et celui de la sœur du roi, la reine de Suède, Sophie Magdalena. C'était en tenant compte de ces distinctions que son mari, désireux de relever sa situation jusqu'au rang le plus haut, l'avait d'abord choisie comme épouse pour son fils, et ensuite pour lui-même. Le propre père de la jeune femme qui avait une charge dans la maison royale et appartenait à la nouvelle aristocratie de la cour, avait fait en son temps la même chose que le vieux seigneur. Il avait épousé une châtelaine de la campagne pour prendre pied dans la vieille noblesse du Danemark. La fille avait hérité du sang de sa mère. La campagne avait été pour elle une surprise immense et pleine de délices.
Pour entrer au château, il lui fallait traverser la cour de ferme et passer sous le monumental portail de pierre de la grange, où le roulement de sa voiture éveillait pour quelques secondes de retentissants échos. Elle passait devant les écuries et le chevalet de torture, d'où, parfois, un pauvre diable la suivait de ses yeux tristes. Une longue file d'oies s'envolait en criant à l'approche de l'équipage, et l'énorme taureau, un anneau fixé à ses naseaux, grattait la terre dans sa fureur aveugle et menaçante. Au début, cette arrivée lui avait fait l'effet d'une comédie risible. Mais après un temps, toutes ces créatures, tous ces bâtiments qui lui appartenaient devinrent partie d'elle-même. Ses aïeules, les nobles dames de la campagne danoise, étaient des femmes robustes, que ne rebutaient ni les odeurs de l'étable, ni les cris des bêtes, et que n'effrayaient pas les rigueurs de la température. Et voici que leur jeune descendante avait affronté la pluie en riant, comme un jeune arbre qui prospère sous l'averse. Elle avait pris possession de sa nouvelle demeure à l'époque où la terre entière faisait éclater ses bourgeons, où la vie s'épanouissait et se propageait. Des fleurs qu'elle n'avait jamais vues que dans des bouquets et des guirlandes jaillissaient du sol à ses pieds. Des oiseaux chantaient dans toutes les branches. Les agneaux nouveau-nés lui plaisaient plus que ses poupées de jadis. On lui amenait les poulains nés au haras pour qu'elle leur donnât un nom. Elle les contemplait pendant qu'ils frottaient leurs tendres museaux contre le ventre de leur mère pour téter. Jusqu'alors, elle n'avait entendu parler que vaguement de cet acte singulier. Il lui arrivait aussi de voir, dans le parc, l'étalon se cabrer et crier près de la jument. Toute cette luxuriance, cette vie sensuelle, cette fécondité se révélait à elle rien que pour son plaisir. Elle avait été pourvue d'un vieux mari qui la traitait avec un respect pointilleux parce qu'elle était destinée à lui donner un fils. Dès le début de leur relation, elle avait su que telle était la condition de leur mariage. Et elle reconnaissait que son mari faisait de son mieux pour tenir ses propres engagements. Elle-même, étant d'une nature loyale et sévèrement élevée, ne se déroberait pas à son devoir. Mais elle avait vaguement conscience d'un désaccord ou d'une incompatibilité dans son existence qui l'empêchait d'être aussi heureuse qu'elle s'y attendait. Au bout d'un certain temps, sa tristesse prit une forme étrange. Elle avait le sentiment d'une absence dans sa vie. Quelqu'un aurait dû être près d'elle et n'y était pas. La jeune femme n'avait aucune expérience dans le domaine de l'analyse psychologique. À la cour, on n'avait pas le temps de s'y livrer. Maintenant qu'elle était bien plus souvent réduite à sa propre société, elle essayait de comprendre ses aspirations personnelles. Elle imagina à la place vide son père, ses sœurs, son maître de musique, qu'elle avait admiré, mais personne ne comblait son attente. Parfois le poids qu'elle avait sur le cœur s'allégeait, et elle se croyait délivrée de cette curieuse détresse. Et puis, il arrivait de nouveau pendant une heure de solitude, ou même en présence de son mari, voire dans ses bras, que tout criait autour d'elle. « Où es-tu ? Où es-tu » Alors ses yeux effarés inspectaient la chambre en quête de l'être qui aurait dû s'y trouver, mais n'était pas venu. 6 mois plus tôt, elle avait appris que son premier fiancé était mort et qu'elle en épouserait le père, et elle n'en avait pas éprouvé un grand chagrin. Lors de leur unique rencontre, son jeune prétendant lui avait paru infantile et ennuyeux. À présent, elle songeait parfois à ce garçon qui était mort et se demandait si la vie eût été plus gaie avec lui. Mais elle se hâtait de chasser cette image, dernière apparition fugitive du défunt sur la scène de ce monde. Sur un des murs couverts de brocart de la chambre, on avait fixé un grand miroir. La nouvelle mariée croyait y voir défiler des visages nouveaux. La veille, pendant une promenade en voiture avec son mari, elle avait aperçu à distance quelques jeunes filles du village en train de se baigner dans la rivière en plein soleil.
Pendant sa vie entière, elle avait vécu parmi des statues de marbre représentant des déesses. Mais il ne lui était jamais arrivé de penser à la nudité de personnes de son entourage, sous leurs adriennes, leurs robes à traînes, leurs gilets ou leurs culottes de satin. Jamais elle ne pensait qu'elle aussi était nue sous ses vêtements. Ce jour-là, en face de son miroir, elle défit lentement les rubans de sa chemise de nuit qui tomba par terre. La pièce était dans la pénombre, car les rideaux restaient baissés. Le miroir renvoyait l'image d'un corps argenté comme une rose blanche. Seules étaient légèrement teintées de carmin les joues, les lèvres, les extrémités des doigts et les bouts de sein. La taille mince était due au corset baleiné, qui l'avait étroitement serré dès son enfance. Au-dessus du genou, un léger rétrécissement marquait la place de la jarretière. À voir les membres ronds et fermes, on avait l'impression qu'en y enfonçant un couteau n'importe où, on obtiendrait une section transversale parfaitement circulaire. Les hanches et le ventre étaient lisses au point que le regard ne parvenait pas à s'y fixer. Mais à son avis, elle ne ressemblait pas tout à fait à une statue, et elle éleva les bras au-dessus de sa tête et se retourna pour voir son dos. Au-dessous de la taille, on remarquait encore les faibles traces rouges dues au séjour au lit. La jeune femme essaya de se rappeler quelques légendes concernant les dieux et les déesses, mais elle se perdait pour elle dans un lointain passé, et ses pensées la ramenèrent aux jeunes paysannes dans la rivière. Pendant quelques minutes, elle les idéalisa, en fit des compagnes de jeu et même des sœurs. Ne lui appartenait-elle pas comme lui appartenaient la prairie et la rivière bleutée? L'instant d'après lui revint le sentiment d'être perdue, une horreur du vide pareille à une souffrance physique. Quelqu'un aurait dû être près d'elle maintenant, son autre moi-même, semblable à l'image du miroir, mais plus proche, plus forte, plus vivante, et il n'y avait personne. L'univers entier était vide autour d'elle. Tout à coup, une démangeaison sous le genou interrompit sa rêverie et réveilla son instinct de chasseur. Elle mouilla un doigt du bout de sa langue et l'abaissa vivement jusqu'à l'endroit démangé. Un corps minuscule collé contre la peau satinée fut pris aussitôt entre le bout des doigts. La jeune femme resta immobile à le contempler comme absorbée par ce fait mystérieux. Pourquoi une puce était-elle la seule créature qui risquait sa vie pour connaître la douceur de sa chair et de son sang? La femme de chambre ouvrit la porte et entra, chargée des vêtements de jour de sa maîtresse, linge de rechange, corset, cerceau à crinoline, jupon. La maîtresse de maison se rappela qu'elle avait un hôte, le neveu arrivé d'Angleterre. Le vieux seigneur avait recommandé à sa femme d'être aimable pour leurs jeunes parents, déshéritée pour ainsi dire, puisqu'elle occupait sa place, et il lui avait conseillé de faire une promenade à cheval avec lui. Dans l'après-midi, le ciel, si bleu le matin, se couvrit de nuages, et la route azurée perdit toute couleur, comme si le soleil blanc de chaleur au zénith avait diffusé des vapeurs tout autour de lui. On entendait à l'ouest, vers l'horizon, de sourds grondements de tonnerre. Une ou deux fois, la poussière des routes tourbillonna au-dessus du sol. Mais les champs, les bois, les collines étaient immobiles, pareils à un paysage peint. Adam longeait l'avenue en direction du pavillon. Quand il rejoignit son oncle, celui-ci, tout habillé, tenait à deux mains sa canne et ne quittait pas le champ de seigle du regard. Le livre apporté par Adam était posé à côté de lui. De nombreuses personnes étaient réunies par groupes de ci, de là, et une longue file d'hommes et de femmes avançait lentement vers le jardin et la faucheuse en longeant le marais. L'oncle salua son neveu d'un signe de tête, mais il ne parla ni ne changea de position. Adam resta près de lui aussi silencieux et immobile que lui. Cette journée avait été fort déprimante.
Quand Adam s'était retrouvé dans le vieux domaine, les suaves mélodies du passé lointain avaient ressurgi dans ses sens et son esprit, et s'étaient mêlées aux notes ensorcelantes du présent. Il était de retour au Danemark. Mais l'enfant devenu jeune homme avait acquis un sens plus aigu de la beauté. Certes, il n'ignorait pas les autres pays. Il avait plus d'un récit à faire à leur sujet. Mais il restait le fils authentique de sa patrie, plus que jamais enchanté par son charme. Et voici qu'une discordance troublait ses harmonieux accords. L'histoire tragique et cruelle que le vieux seigneur lui avait contée dans la matinée et le triste combat engagé si près de lui dans ce champ de seigle bouleversaient Adam. Il lui semblait percevoir, dominant tout autre bruit, le roulement monotone, sourd et menaçant d'un tambour annonciateur d'une catastrophe. Le bruit se répétait d'instant en instant. Adam sentait qu'il changeait lui-même de couleur et ne répondait plus à sa jeune tante que d'un air absent, submergé par une pitié profonde pour tous les êtres vivants, plus profonde que celle qu'il avait jamais éprouvée. Tandis que les promeneurs chevauchaient le long du champ où se déroulait le drame, Adam avait eu soin de maintenir son cheval entre ce champ et sa compagne, afin de l'empêcher de voir ce qui se passait et de lui poser des questions. Et en rentrant au manoir, il avait choisi pour la même raison le sentier de la forêt. La vision du vieillard, telle qu'elle lui était apparue, au lever du soleil, l'obséda toute la journée plus encore que la pensée de la femme peinant avec sa faucille. Il finit par s'interroger sur la part que ce personnage solitaire et résolu avait jouée dans sa propre vie. Du jour où son père était mort, l'oncle avait personnifié aux yeux du jeune garçon la loi, l'ordre, l'expérience de la vie, la bienveillante tutelle. Que faire, se disait-il, si après ses 18 ans, l'attachement filial changeait, et si l'aspect et la personnalité de son second père devenaient l'horrible symbole de la tyrannie et de l'oppression du monde. Que faire si ces deux images devaient s'opposer l'une à l'autre, telles des ennemis mortels? S'ajoutant à ces réflexions une inquiétude sinistre au sujet du sort même du vieux seigneur s'emparait d'Adam. Car sans aucun doute, la déesse Némésis ne tarderait pas à paraître. Cet homme avait régné sur le monde qui l'entourait pendant plus de temps que n'avait duré la vie d'Adam, et jamais il n'avait été contredit par personne. Pendant ses pérégrinations en Europe, en la seule compagnie d'un garçon malade de sa propre race, il s'était accoutumé à rester à l'écart de son entourage et à se fermer à toute la vie extérieure. Aussi était-il devenu insensible aux idées et aux sentiments des autres êtres humains, et incapable de les comprendre. D'étranges pensées lui avaient alors traversé l'esprit. Il s'était vu lui-même comme la seule personne qui existât réellement, tandis que le monde n'était qu'un jeu d'ombres vaines, dépourvu de toute réalité. Aujourd'hui, dans son autoritarisme sénile, il intervenait dans la vie d'êtres plus simples et plus faibles que lui. Il utilisait à ses propres fins la vie d'une femme sans craindre la justice rétributive. Sait-il, se disait le jeune homme, qu'il existe dans ce monde des forces différentes, que la puissance éphémère d'un despote est plus formidable qu'elle? L'appréhension d'une catastrophe imminente grandissait chez Adam avec la chaleur orageuse de la journée. Elle devint peu à peu certitude du désastre, qui ne menaçait pas seulement le vieux seigneur, mais sa maison, son nom et Adam lui-même. Il lui semblait qu'il devait avertir cet homme qu'il avait aimé avant qu'il ne fût trop tard. Mais en cet instant où il se retrouvait près de son oncle, la paix du jardin vert le frappa si vivement que la voix lui manqua pour crier son angoisse. Une petite mélodie française que sa tante lui avait chantée au manoir vint alors remplacer dans son esprit l'appel désespéré de sa conscience. C'est un trop doux et fort. Adam connaissait bien la musique. Il avait entendu cet air à Paris auparavant, mais par une voix moins suave. Au bout d'un moment, il demanda « Cette femme remplira-t-elle les conditions du marché ?»
Son oncle ouvrit les mains et dit « C'est extraordinaire, on dirait vraiment qu'elle les remplira. Si l'on compte les heures écoulées depuis le lever du soleil jusqu'à présent, tu jugeras que la moitié du temps accordé à Anne-Marie lui reste encore. Et vois, elle a fauché les 3/4 du champ. Mais nous allons devoir tenir compte de ses forces déclinantes au fur et à mesure de son travail. Au fond, il serait vain de notre part de parier pour l'issue de cette affaire. Il faut attendre et voir venir. Assieds-toi et tiens-moi compagnie pendant que j'attends. » Adam s'assit, partagé entre deux sentiments contraires. « Voici ton livre, reprit l'oncle en ramassant le volume. Il m'a aidé finalement à passer le temps. C'est de la grande poésie, véritable ambroisie pour l'oreille et le cœur. » S'ajoutant à notre entretien de ce matin sur la divinité, elle m'a donné matière à réfléchir, surtout au sujet de la justice rétributive. Le vieux seigneur prit une pincée de tabac et poursuivit. La nouvelle génération fait Dieu à sa propre image, un Dieu humain, et maintenant elle est déjà en train d'écrire une tragédie sur son Dieu. Adam n'avait nulle envie de se lancer dans une discussion sur la poésie avec son oncle, mais il avait peur du silence lui aussi. En ce cas, il serait possible que la tragédie, dans notre monde tel que nous le voyons, nous paraisse une manifestation noble et divine. En effet, dit l'oncle d'un ton solennel, c'est un noble phénomène, le plus noble des phénomènes sur cette terre, mais il n'est que terrestre et jamais divin. La tragédie est le privilège de l'homme, son plus grand privilège. Le Dieu de l'Église chrétienne lui-même, quand il voulut faire l'expérience de la tragédie, dut revêtir la forme humaine. Et le vieux seigneur ajouta pensivement « La tragédie n'est pas une valeur absolue, comme c'eût été le cas si Dieu avait été réellement un homme. La divinité confère à son histoire une importance divine, l'importance d'une comédie. Le rôle tragique par la nature des choses est celui du bourreau et non celui de la victime. Mon bon neveu, il nous faut nous garder de fausser les éléments purs de l'ordre du monde. La tragédie devrait rester la part des êtres humains, soumis par leur nature même ou par les conditions de leur vie à la loi de nécessité. Elle est pour eux salut et béatification. Les dieux que nous ne devons pas croire liés à la nécessité, mais incapables de l'admettre, ne peuvent rien connaître de la tragédie. Quand ils se trouvent en face d'elle, ils ont le bon goût et la délicatesse, selon mon expérience personnelle, de rester tranquilles et de ne pas intervenir. Après une pause, il reprit. L'art véritable des dieux est l'art comique. La comédie est une condescendance des dieux envers le monde des hommes. C'est la vision sublime qui ne peut faire l'objet d'une étude, mais est toujours un don gratuit du ciel. Les dieux voient leur propre être se réfléchir dans la comédie comme dans un miroir, et tandis que le poète tragique est lié par des lois strictes, ils accordent à l'artiste comique une liberté aussi illimitée que la leur. Ils ne soustraient même pas leur propre existence à ces jeux moqueurs, les sports. Jupiter est capable de combler de ses faveurs le Ciano de Samosate, tant que les railleries conservent un authentique goût divin. Le poète comique peut se moquer des dieux et rester un dévote sincère. Mais en s'apitoyant et larmoyant sur son Dieu, on le renie, on l'omnubile, et c'est bien là le plus affreux des athéismes. Ici, sur la terre, nous qui tenons lieu de divinité et qui nous sommes émancipés de la tyrannie de la nécessité, nous devrions abandonner à nos vassaux le monopole de la tragédie et accepter avec grâce la comédie pour notre part. Seul un maître brutal se moquera des besoins de ses serviteurs ou en fera une farce. Seul un pédant, un petit maître, craindra le ridicule. En vérité, conclut le vieux seigneur après ce long discours, la même fatalité qui, frappant le bourgeois ou le paysan, devient une tragédie, se hausse jusqu'à la comédie chez le véritable aristocrate. L'aristocratie se distingue par l'esprit et la bonne nature avec lesquels elle accepte son sort. Adam ne put réprimer un léger sourire en entendant prononcer l'éloge du comique par les lèvres de ce prophète grave et pompeux,
et par ce sourire ironique, il se séparait mentalement pour la première fois du chef de sa famille. Une ombre s'étendit sur les alentours. Le soleil disparut derrière un nuage. Le paysage changea de couleur, pâlit et se ternit. Les sons eux-mêmes, en l'espace d'une minute, parurent sur le point de mourir. Et maintenant, dit le vieux seigneur, si la pluie se met de la partie et mouille le seigle, Anne-Marie ne pourra pas achever son travail en temps voulu. Mais qui donc vient vers nous, fit-il soudain en tournant la tête. Précédé d'un laquais, un homme en bottes de cavalier descendait le long de l'avenue, son chapeau à la main. Il s'inclina profondément devant le vieux seigneur, puis devant Adam. « Tiens, mon bailli, s'écria le maître. « Bonsoir, bailli, quelle nouvelle m'apportez-vous » Le bailli eut un geste de regret. « Rien que de tristes nouvelles, monseigneur, dit-il. Expliquez-vous. » Dans tout le pays, dit le bailli avec force, il n'est plus personne qui travaille, pas une faux en train de couper les blés, sauf celle d'Anne-Marie dans le champ de seigle. La moisson est interrompue, tout le monde entoure Anne-Marie. C'est un triste jour pour le début de la moisson. En effet, dit le vieux seigneur, le bailli continua. Je leur ai parlé avec amitié, et je les ai engueulés, mais rien n'a servi. On dirait qu'ils sont tous sourds. Mon brave bailli, dit le vieux seigneur, laissez-les tranquilles, laissez-les faire ce qu'ils veulent. De toute façon, il est possible que cette journée leur soit plus profitable que beaucoup d'autres. Où est Gotsk, le fils d'Anne-Marie ? Nous l'avons enfermé dans la petite pièce au-dessus de l'écurie, dit le bailli. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, laissez-le assister au travail de sa mère. Mais qu'en pensez-vous ? Aura-t-elle fauché le champ en temps voulu ? Si vous me demandez mon avis, monseigneur, je vous dirai que je le crois. Qui donc s'y serait attendu de la part de cette petite femme ? Et il fait si chaud aujourd'hui. Je ne me souviens pas d'une journée aussi chaude. Vous, monseigneur, vous n'auriez pas été capable de faire ce qu'a fait Anne-Marie depuis ce matin, ni moi non plus d'ailleurs. Certes, nous n'en aurions pas été capables, le bailli. Le bailli tira de sa poche un mouchoir rouge et s'essuya le front, ce qui parut apaiser un peu son irritation. Puis il reprit d'un ton amer. S'ils travaillaient tous comme le fait en ce moment cette veuve, la terre nous rapporterait beaucoup plus. Oui, dit le vieux seigneur, et il parut absorbé par le calcul du profit qu'il pourrait tirer de son domaine. Pourtant, la question des profits et pertes est plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Je vais vous dire quelque chose qu'il faut que vous sachiez. La plus célèbre toile qui ait été tissée jamais a été défaite chaque nuit. Mais venez donc voir. Anne-Marie est presque au bout du champ. Allons jeter nous-mêmes un coup d'œil sur son travail. En disant ces mots, il se leva et mit son chapeau. Le nuage s'était dissipé et les rayons du soleil brûlaient à nouveau la vaste plaine. Quand le vieux seigneur et son compagnon quittèrent l'ombre des arbres et s'avancèrent sur le terrain découvert, la chaleur était si écrasante que leurs visages furent inondés de sueur, tandis que leurs paupières se fermaient sous l'effet d'une douleur cuisante. Sur l'étroit sentier, ils étaient forcés de marcher l'un derrière l'autre, le seigneur en tête, tout vêtu de noir, le valet de pied dans sa brillante livrée, fermait la marche. Le champ était en effet aussi peuplé qu'une place de marché. Une centaine d'hommes et de femmes, pour le moins, se pressaient sur le chemin fauché. Ce spectacle rappela à Adam certaines gravures de sa Bible. Ésaü et Jacob à Édom, ou les moissonneurs de bouse dans le champ d'orge près de Bethléem. Une partie de la foule restait sur les bords du champ, d'autres formaient de petits groupes autour de la femme qui fauchait. Quelques personnes la suivaient de près, liant des gerbes derrière elle, comme si elle avait pu lui venir en aide de cette manière, ou si de toute façon ils entendaient prendre part à son effort. Une femme plus jeune portant un seau sur la tête restait tout près d'elle ainsi qu'un petit nombre d'enfants. L'un d'eux aperçut le premier le vieux seigneur et sa suite et les désigna aux autres. Les lieurs de gerbes laissèrent tomber les épis et quand le vieillard s'arrêta,
les assistants l'entourèrent. La femme sur laquelle tous les regards avaient convergé jusqu'alors paraissait toute petite sur cette vaste scène. Elle avançait avec lenteur et d'une façon irrégulière, pliée en deux, comme si elle eût marché sur les genoux et trébuchant à chaque pas. Son fichu bleu avait glissé en arrière, et ses cheveux gris étaient collés à sa tête par la sueur et la poussière. Ils étaient couverts de paille. Elle était visiblement tout à fait inconsciente de la foule qui l'entourait. Elle ne tourna pas la tête une seule fois et ne regarda pas les nouveaux arrivants. Absorbée par sa besogne, elle ne cessait pas de tendre la main gauche pour prendre quelques épis, puis se les faucher au ras du sol avec sa main droite. Ses mouvements indécis et tâtonnants rappelaient ceux d'un seigneur épuisé. Elle arriva si près du vieux seigneur que son ombre se projeta sur elle. Au même instant, elle chancela et faillit tomber. La femme qui la suivait, la cruche posée sur la tête, l'abaissa jusqu'aux lèvres d'Anne-Marie, qui but sans lâcher sa faucille, et l'eau coula des coins de sa bouche. Un garçon parmi ceux qui l'entouraient plia vivement un genou, prit les deux mains d'Anne-Marie dans les siennes et les soutenant et les guidant coupa une poignée de seigle. « Non, non, dit le vieux seigneur, ne fais pas cela, mon garçon. Il faut laisser Anne-Marie terminer son travail en paix. » En entendant sa voix, la femme leva sur son maître un regard hésitant. Son visage osseux et hâlé était couvert de sueur et de poussière, ses yeux voilés, mais il n'exprimait en aucune façon ou la crainte ou la peine. En vérité, parmi tous les visages graves et désolés qui l'entouraient, celui d'Anne-Marie était le seul qui fût empreint de calme, de paix et de douceur. Ses lèvres serrées formaient une ligne étroite sur laquelle apparaissait un petit sourire joyeux, réservé et patient, tel qu'on en voit chez une vieille femme en train de filer au rouet ou de tricoter, une femme qui aime son travail et en est heureuse. La femme plus jeune reprit sa cruche et Anne-Marie se remit à faucher avec une ardeur vive et tendre, comme une mère qui met son nourrisson au sein. Elle repartit en avançant la tête. Son allure était celle d'un insecte qui s'affaire dans les hautes herbes, ou du petit voilier qui fonce en pleine mer. Mais son visage paisible ne se penchait plus que sur son travail. Toute la foule dans le champ et avec elle le groupe du pavillon imita Anne-Marie avançant quand elle avançait, comme tirée par une corde à sa suite. Le bailli auquel pesait le second silence dit « Le seigle rapportera plus que l'an dernier. » Mais sa remarque ne parut pas intéresser le maître. L'autre la répéta à Adam et finit par s'adresser au valet de pied qui, se jugeant au-dessus d'une discussion sur l'agriculture, se contenta pour toute réponse de se racler la gorge. Après un moment, le bailli rompit à nouveau le silence. « Voilà le garçon, dit-il en tendant le pouce. On l'a amené. » Au même instant, Anne-Marie tomba et son entourage immédiat la releva. Adam s'immobilisa brusquement sur le sentier et se couvrit les yeux de la main. Son oncle, sans se retourner, lui demanda si la chaleur l'incommodait. « Non, dit Adam, mais arrête-toi, je voudrais te parler. » L'oncle s'arrêta, sa main sur sa canne et ses regards dirigés droit devant lui, comme s'il regrettait d'être retenu. « Au nom de Dieu !» cria le jeune homme, en français, « n'oblige pas cette femme à continuer. » Il y eut un court silence, puis l'oncle répondit également en français. « Je ne l'oblige pas, mon ami, et je ne l'ai jamais obligée. Si, il y a 3 jours, dans ce même champ, elle avait rejeté ma proposition. Que lui serait-il arrivé de fâcheux? Rien, sauf que l'affaire de son fils aurait suivi son cours selon les lois du pays, comme tout autre cas de ce genre, et elle reste toujours libre de renoncer à son entreprise au moment qu'elle choisira. » « Oh oui, cria Adam, et au prix de la vie de son enfant. Ne vois-tu pas qu'elle est en train de mourir? Tu ne sais pas ce que tu fais là, et quelles vont en être les conséquences pour toi. » Le vieux seigneur, qui était resté un instant perplexe devant ces reproches inattendus, ne tarda pas à retrouver son sang-froid, et ses yeux clairs, bleu pâle, considérèrent son neveu d'un air de dignité étonnée.
son long visage cireux encadré de 2 boucles symétriques, avait quelque ressemblance avec un vieux mouton ou un vieux bélier, plein de dignité et de fierté. Il fit signe au bailli de ne pas s'arrêter, et le valet de pied recula un peu aussi. L'oncle et le neveu restèrent en quelque sorte seuls sur le sentier. Pendant 1 minute, ni l'un ni l'autre ne reprit l'entretien. Ce fut l'oncle qui parla le premier. « C'est à cet endroit-là, fit-il avec hauteur, que j'ai donné ma parole à Anne-Marie. » Adam l'interrompit. « Mon oncle, une vie est plus importante qu'une parole. Reprenez la vôtre, je vous en supplie. Vous n'avez obéi qu'à un caprice ou une lubie. Je vous en conjure, faites-le pour vous encore plus que pour moi, mais je vous serai reconnaissant tant que je vivrai si vous exaucez ma prière. » « Tu dois avoir appris à l'école, repartit l'oncle, qu'au commencement il y avait la parole. Peut-être la parole a-t-elle été prononcée par caprice. L'écriture ne nous dit rien à ce sujet. Mais la parole reste toujours le principe même, fondamental, de notre monde, sa loi de gravitation. Mon humble parole personnelle a été le principe de cette terre que nous foulons pendant toute notre vie d'homme, et il en a été de même avant moi de la parole de mon père. « Tu te trompes, fit impétueusement le neveu. La parole est créatrice, la parole émane de l'imagination, de l'audace, de la passion. Oh, combien les forces créatrices de vie sont plus précieuses que toute loi restrictive ou de contrôle. Tu veux que cette région que nous contemplons soit fertile et féconde. Alors n'en badis point les éléments qui créent et conserve la vie, n'en fais pas un désert par la prédominance de la loi. Si tu considères les êtres plus simples que nous, mais qui sont plus proches de la nature, ces gens qui n'analysent pas leurs sentiments, mais dont la vie ne fait qu'avec celle de la terre, ne t'inspire-t-il pas de la tendresse, du respect et même de la vénération ? Cette femme est prête à donner sa vie pour mon fils. Nous arrivera-t-il jamais, à toi ou à moi, qu'une femme donne sa vie de bon gré pour nous ? Et si la chose se produisait en effet, la prendrions-nous assez à la légère pour ne pas renoncer en retour à nos idées préconçues ? « Tu es jeune, riposta le vieil oncle. Une génération nouvelle applaudira sans conteste à tes idées. Mais moi je suis à la vieille mode et je t'ai cité des textes vieux de 1000 ans. Peut-être ne nous comprenons-nous pas tout à fait. Mais si à tes oreilles mon orthodoxie ne paraît pas désuète, rappelle-toi que dans 100 ans, tes paroles et les miennes paraîtront désuètes à la génération qui, à ce moment-là, discutera l'importance de la parole et de la vie. Prends patience, mon neveu, et permets-moi de t'expliquer mon attitude. Crois-moi, le bien public me tient autant à cœur qu'à toi. Mais faut-il que ceci du bien commun ne tienne compte que des gens qui sont avec nous aujourd'hui et pas du tout de ceux qui nous ont précédés ou qui nous suivront ? En réfléchissant bien, nous verrons que les générations passées constituent la majorité. Adam fit un geste d'impatience et l'oncle, s'interrompant lui-même, ajouta : Bon, laissons-les se reposer comme elles le méritent, mais tu avoueras que les générations futures ne peuvent qu'être en majorité. Et quand nous parlons du bien plus grand nombre, il faut laisser le dernier mot à ce plus grand nombre. On m'a raconté que le pharaon d'Égypte fit de 100 000 de ses sujets ses esclaves et leur imposa de grandes souffrances pour la construction de ses pyramides. Il aurait pu au même prix distribuer du pain et du vin au peuple. Il aurait pu le nourrir et le vêtir, et le peuple l'aurait béni. Aujourd'hui, et bien qu'à l'époque tout se soit passé comme on nous l'a appris, ces gens sont tous morts et disparus. Depuis lors, des centaines de générations ont levé les yeux avec orgueil et joie vers les pyramides des pharaons comme vers leurs propres biens. Une grande œuvre, mon neveu, alors même qu'elle s'accomplit dans les larmes et même, hélas, dans le sang, est une source importante de joie, un trésor pour les générations à venir. Elle est au jour d'épreuve et de disette le pain du peuple. Cependant, poursuivit le vieillard, jamais tu ne trouveras une compréhension telle de ces valeurs, et tu ne peux raisonnablement pas espérer la trouver chez la moyenne des gens, dont le pain quotidien est le principal souci, et qui vivent le jour au jour,
au jour le jour, tant au point de vue mental que physique. Sois-en persuadé, mon neveu, c'est notre affaire, notre responsabilité à nous qui avons reçu l'héritage du passé et qui savons que notre nom, notre sang continueront à vivre pendant les siècles à venir. Ces humbles paysans dont la vie ne fait qu'un avec celle de la terre et dont tu as parlé avec tant de fervente sympathie, à quoi leur servons-nous, s'ils ne peuvent se fier à nous pour veiller sur le bien commun, non seulement d'aujourd'hui, mais de demain. Tu vois bien, mon neveu, que si toi et moi avons quelque peine à avoir les choses sous le même angle, entre mes gens et moi, il existe une compréhension réelle. Peut-être Anne-Marie penserait-elle que j'attache peu d'importance à son exploit, si maintenant, à la 11e heure, je l'annulais par une parole nouvelle. À sa place, c'est ce que je penserais. Oui, mon neveu, il est bien possible que si je cédais à tes instances, ma décision ne serait plus d'aucune utilité au regard de la fidélité de cette femme, et que nous la verrions continuer à faucher, incapable de s'arrêter dans le champ de seigle, comme on est incapable de la navette dans le tissu. Mais alors Anne-Marie ne serait plus qu'un personnage choquant, horrible, d'un ridicule insupportable comme une petite planète errante, dans le ciel quand la loi de la gravitation est supprimée. « Et si elle meurt à la tâche ?» s'écria d'une voix vibrante Adam. « Son rang retombera sur votre tête. » Le vieux seigneur ôta son chapeau et posa doucement une de ses mains sur sa tête poudrée. « Sur ma tête, fit-il, je n'ai pas perdu la tête au cours de bien des tempêtes. » Et il ajouta fièrement, et malgré le vent froid des hauteurs. « Sous quelle forme son sang tombera-t-il sur ma tête, mon neveu ?» « Je ne saurais le dire, » cria le jeune homme dans son désespoir. « Ce que j'ai dit est pour te mettre en garde. Dieu seul sait ce qui arrivera. »« Amen, » murmura le vieux seigneur, tandis que ses lèvres esquissaient un léger sourire. Adam poussa un profond soupir et dit en danois : « Non, je ne vous suivrai pas. Le champ est à vous. Les choses se passeront comme vous l'avez décidé. Mais pour ma part, je ne puis plus rester ici. Procurez-moi, je vous en prie, une voiture pour m'emmener dès ce soir. Je ne saurais passer une nouvelle nuit sous votre toit, ce toit qui m'était cher plus que tout autre en ce monde. » Adam était oppressé par trop de sentiments contradictoires pour ce qu'il lui fut possible de les exprimer par des paroles. Le vieux seigneur, qui s'était déjà remis en marche, s'arrêta et son laquais l'imita. Il se tut d'abord pour laisser à Adam le temps de se ressaisir. Mais le jeune homme était bouleversé et incapable de reprendre son sang-froid. « Faut-il donc, demanda son oncle en danois, que nous nous séparions ici, dans le champ de seigle ? Je t'ai aimé presque autant que mon propre fils. J'ai suivi ta carrière en ce monde d'année en année, et j'ai été fier de toi. J'ai été heureux quand tu m'as écrit que tu revenais au manoir. Si aujourd'hui tu veux t'en aller, je te souhaite tout le bien possible. » Le vieillard passa sa canne d'une main dans l'autre et regarda son neveu en face d'un air grave. Adam ne rencontra pas ce regard. Il parcourut le paysage des yeux. En cette tiède fin d'après-midi, les couleurs retrouvaient leur éclat comme une peinture placée dans un éclairage qui lui convient. Dans les prés, les petits tas de tourbes se détachaient tout noirs sur le gazon vert. Le matin de ce même jour, Adam avait joyeusement souri à toute cette nature, comme un enfant qui se jette en riant dans les bras de sa mère. Et dès ce soir, il était forcé de s'en arracher pour toujours, ne se sentant plus en harmonie avec elle. Au moment de la séparation, la patrie lui était plus chère que jamais, tellement embellie et magnifiée par ce départ prochain qu'elle lui apparut comme un pays de rêve, un paysage du paradis.
Adam se demandait si ces lieux étaient bien ceux qu'il avait vus quelques heures plus tôt. Mais si, devant lui s'étendait réellement le terrain de chasse du passé lointain. Et là, toute proche, se trouvait la route qu'il avait suivie à cheval ce même jour. « Dis-moi où tu as l'intention de te rendre en partant d'ici, » interrogea le vieux seigneur. « J'ai fait moi-même de nombreux voyages en mon temps. Je sais ce que veut dire le mot « départ » et je connais le désir de l'évasion. Mais l'expérience m'a appris que ces mots n'ont en réalité de sens que par rapport aux lieux et aux êtres que l'on quitte. Quand tu auras quitté ma maison, bien qu'elle te voie t'éloigner avec tristesse, ton départ sera pour elle un événement fugitif dont on ne parlera plus. Et pour celui qui s'en va, les choses sont différentes et pas aussi simples. En quittant un endroit, il est en route vers un autre, par la loi même de la vie. Dis-moi au nom de notre vieille amitié, où tu comptes aller? Est-ce en Angleterre? Non, dit Adam. Au tréfonds de son être, il sentait qu'il ne retournerait jamais en Angleterre, où il ne retrouverait pas l'existence libre et aisée qu'il y avait menée. L'Angleterre était trop proche. Il lui fallait être séparé du Danemark par des eaux plus profondes que la mer du Nord. Non, dit-il, je n'irai pas en Angleterre, mais en Amérique, dans le Nouveau Monde. Il ferma les yeux, essayant de se représenter son existence en Amérique, alors que les champs et les bois de sa patrie se trouveraient au-delà des eaux grises de l'océan Atlantique. En Amérique, répéta l'oncle en fronçant les sourcils. J'ai entendu parler de l'Amérique. On y jouit d'une grande liberté. Tu y trouveras une imposante chute d'eau et des peaux rouges. J'ai lu qu'on y tue des dindons comme nous des perdrix. Si tel est ton désir, mon neveu, va en Amérique et sois heureux au Nouveau Monde. Après ces mots, il resta plongé dans ses pensées comme si déjà il avait envoyé le jeune homme en Amérique et en avait fini avec lui. Quand il reprit enfin la parole, ce fut sous la forme du monologue de celui qui observe le va-et-vient des événements, tandis que lui-même ne bouge pas. Prends du service en Amérique, adresse-toi au pouvoir qui t'offrira des conditions plus faciles que celles d'ici, afin que tu ne sois pas obligé d'acheter au prix de ta propre vie la vie de ton fils. Adam n'avait pas écouté les remarques de son oncle au sujet de l'Amérique, mais leur conclusion solennelle le frappa. Il leva les yeux et pour la première fois de sa vie, il s'aperçut que la personne du vieux seigneur était un tout. Il s'aperçut combien son oncle était petit, bien plus petit que lui-même, combien elle était mince et pâle, et il le vit dans ses vêtements noirs, pareil à un achorette sur son propre domaine. Une pensée traversa l'esprit d'Adam, que c'est terrible d'être vieux. L'horreur du tyran, la crainte qu'il lui avait inspirée, la sinistre appréhension qui l'avait hanté à son sujet et n'avait pas cessé de l'obséder pendant toute la journée, parurent se dissiper. Et il eut pitié aussi de la frêle et sombre silhouette debout devant lui. Tout son être avait aspiré à l'harmonie. Maintenant que le pardon et la réconciliation s'avéraient possibles, il en éprouvait un vrai soulagement. Et il se rappela Anne-Marie, buvant l'eau que l'autre femme portait à ses lèvres. Il enleva son chapeau comme l'avait fait son oncle un peu plus tôt, de sorte qu'à distance un observateur aurait pu croire que ces deux gentilshommes vêtus de noir se saluaient réciproquement avec respect. Puis il passa la main dans ses cheveux pour les écarter de son front. Une fois de plus, la mélodie entendue dans la pièce donnant sur le jardin s'imposa à lui. Mourir pour ce qu'on aime est un trop doux effort. Il se tut pendant un long moment, puis il cueillit quelques épis de seigle et les égrena machinalement dans sa main.
Les voies de ce monde lui apparaissaient sous l'aspect de lignes entrelacées, formant un dessin compliqué. Il n'était donné, ni à lui, ni à aucun autre mortel, d'en ordonner le tracé ou de le contrôler. La vie et la mort, le bonheur et le malheur, le passé et le présent, formaient un ensemble inextricable. Pour un initié, cet ensemble énigmatique était peut-être aussi facile à déchiffrer que notre écriture, qui pour le sauvage paraîtrait sans doute confuse et incompréhensible, alors qu'un écolier la lit sans peine. Et du contraste de tous ces éléments naît l'harmonie. Toutes les souffrances de la vie, le vieillard que son neveu avait jugé si sévèrement, les avait éprouvées quand il avait regardé mourir son fils, et qu'il craignait la suppression de sa propre raison de vivre. Et Adam, comme lui, connaîtrait la douleur, les larmes, le remords, et par ces épreuves mêmes, la plénitude de la vie. Et maintenant, pour la femme qui peinait dans le champ de seigle, l'épreuve allait se transformer en triomphe. Car mourir pour ce qu'on aime est un effort trop doux pour être exprimé en paroles. En réfléchissant, Adam découvrait qu'il avait toujours cherché l'unité des choses, le lien secret de tous les phénomènes de l'existence. C'est bien pour cette unité qu'il avait lutté obscurément. C'était une aspiration qui l'avait parfois laissé insensible au jeu de ses camarades, et qui, en d'autres moments, par exemple quand il ramait sur le lac par les nuits de lune, le transportait de bonheur. Là où d'autres jeunes gens, dans leurs plaisirs ou leurs amours, cherchaient le contraste et la variété, ils n'avaient aspiré qu'à comprendre pleinement l'unité du monde. Si les événements n'avaient pas changé, si son jeune cousin n'était pas mort, et que les circonstances qui avaient suivi son décès n'eussent pas provoqué le retour d'Adam au Danemark, cette aspiration à l'harmonie aurait peut-être décidé le jeune homme à faire une tentative pour la trouver dans les forêts vierges du Nouveau Monde. Et peut-être aurait-il réussi. Mais la connaissance de l'harmonie s'était révélée à lui aujourd'hui au lieu même où il avait joué enfant. De même que le son ne fait qu'un avec la voix qui chante, que la route ne fait qu'un avec son but, que les amants ne font plus qu'un dans leur étreinte. L'homme s'identifie à sa destinée, qu'il aimera comme lui-même. Adam laissa de nouveau errer ses regards jusqu'à l'horizon. Pour peu qu'il le désirât, il allait découvrir les causes de cette brusque conception de l'unité du monde. Le matin même, il avait évoqué avec insouciance, et pour son unique plaisir, les rayons de la certitude qu'il éprouvait d'appartenir à ce pays et à ce sol. Cette méditation avait été le début de tout, et depuis lors la certitude avait grandi, se révélant de plus en plus forte, et le transformant, lui, comme ses lectures, lui avaient appris que la conversation religieuse transforme certains hommes. Un jour, Adam l'étudierait de plus près, car la loi de cause à effet le fascinait, mais il ne le ferait pas maintenant. Enfin, il dit : « Si tu le désires, je ne partirai pas, je resterai ici. » Soudain, un roulement de tonnerre brisa le calme de l'après-midi. L'écho s'en répercuta dans les collines, et le jeune homme en ressentit l'effet dans sa poitrine avec une telle violence qu'il aurait pu se croire saisi et secoué par une main humaine. Le pays lui avait parlé. Il se rappela qu'il lui avait posé une question 12 heures plus tôt, moitié par jeu, moitié sans trop savoir pourquoi. Et maintenant il obtenait une réponse. Que lui dicterait-elle ? Adam l'ignorait, et il ne chercha pas à le savoir. Par sa promesse à son oncle, il s'était entièrement livré aux hautes et mystérieuses puissances du monde. Advienne que pourra, se dit-il. Merci, dit l'oncle, en faisant de la main un petit geste figé. Je suis heureux de ce que tu m'annonces. Il n'aurait pas fallu permettre à la différence de nos âges et de nos opinions de nous séparer. Dans notre famille, on est habitué à rester en paix,
et en confiance les uns avec les autres. Tu as soulagé mon cœur d'un grand poids. » Les paroles de son oncle renouvelèrent d'une manière fugitive l'inquiétude et la douleur que le neveu avait ressenties dans l'après-midi. Mais il refusa de s'y attarder, ne voulant pas que rien ne vienne troubler la félicité nouvelle et suave que lui valait sa résolution de rester au manoir. « Je vais au champ de seigle, dit le vieux seigneur, mais tu n'as pas besoin de ma compagnie. Je te dirai demain comment cette histoire s'est terminée. Non, je reviendrai au coucher du soleil pour assister moi-même à la fin. » Et pourtant il ne revint pas. Il resta conscient de l'évolution de la tragédie et le profond chagrin, la compassion qui emplissait son cœur tandis qu'il la suivait par la pensée, prêta à ses paroles, à ses regards, à ses mouvements, une gravité pathétique. Mais il éprouvait une sorte de certitude qu'en accompagnant au clavecin sa jeune tante chantant l'air d'Alceste dans les salons du manoir, il était au centre des événements, tout autant que dans le champ de seigle, et tout aussi proche des êtres humains dont le sort se décidait là-bas. Comme Anne-Marie, il se trouvait entre les mains du destin, et le destin, par des voies différentes, les amènerait tous deux au but voulu. Adam devait se rappeler plus tard ses pensées ce soir-là. Mais le vieux seigneur resta sur place. À l'approche du soir, il eut même une idée singulière. Il ordonna à son valet de l'aider dans le pavillon à changer ses vêtements noirs pour des habits de cour, en satin broché. Il enjoignit au laquais de lui passer par-dessus la tête une chemise garnie de dentelle, et tendit ses jambes maigres pour qu'on lui enfile des bas de soie et des souliers à boucles. Dans ce costume d'apparat, il prit seul un frugal repas, mais l'accompagna d'une bouteille de vin du Rhin pour se fortifier. Il resta assis pendant quelques instants, un peu affaissé dans son fauteuil, puis, quand le soleil fut près de l'horizon, il se redressa et se dirigea vers le champ. Les ombres allongeaient leur sombre azur sur les pentes orientales des collines. Du pied des arbres isolés dans les blés partaient d'étroites coulées bleues. Et le vieillard qui avançait vers le champ projetait derrière lui sur le sentier une ombre de plus en plus longue. Il ralentit le pas une seule fois, croyant entendre une alouette au-dessus de sa tête chanter son chant printanier. Le cerveau fatigué du vieillard ne faisait plus nettement la distinction entre les saisons, et qu'il s'arrêtât ou qu'il marchât, il semblait planer dans une sorte d'éternité. Dans le champ de seigle, la foule ne gardait plus le silence comme au cours de l'après-midi. Plusieurs personnes échangeaient des propos animés à haute voix, et un peu à l'écart, une femme pleurait. En apercevant son maître, le bailli vint vers lui pour lui parler. Il était fort digne. La veuve, dit-il, selon toute vraisemblance, allait avoir fini dans un quart d'heure de faucher le champ. « Le gardien et le charron sont-ils ici ?» lui demanda le vieux seigneur. « Ils sont venus et sont repartis, » répondit le bailli. « Chaque fois, ils ont déclaré qu'ils ne reviendraient pas, mais ils sont revenus malgré tout, et ils sont ici en ce moment. »« Et où est le garçon ?» interrogea encore le vieux seigneur. « Il est avec sa mère, » dit le bailli. « Je lui ai permis de la suivre. Il est resté tout près d'elle pendant l'après-midi entière, et vous allez le voir là-bas à côté d'Anne-Marie. » Anne-Marie s'avançait vers les deux hommes d'un pas plus régulier que précédemment, mais avec une extrême lenteur, comme si elle allait s'arrêter à tout instant. Aux yeux du vieux seigneur, ce ralentissement de son allure, s'il eût été voulu, aurait été la manifestation inimitable et imposante d'un art parfait. On pourrait s'imaginer l'empereur de Chine s'avançant de cette manière dans une procession rituelle. Le vieillard abrita ses yeux de la main car le soleil s'abaissait derrière l'horizon, et ses derniers rayons faisaient papilloter la lumière, éblouissant le vieux seigneur.
Les feux du couchant exaltaient la splendeur de la terre et du ciel. Tout le paysage n'était plus que du métal en fusion. Les prairies et les talus herbeux devinrent de l'or pur. Le champ d'orge voisin, avec ses longs épis, se transforma en un lac d'argent étincelant. Il ne restait plus qu'un petit espace couvert d'épis dans le champ de seigle. Quand la femme, effrayée par le changement de la lumière, tourna un peu la tête pour jeter un regard du côté du soleil. Ce faisant, elle n'arrêtait pas de travailler, mais elle s'emparait d'une poignée d'épis et la coupait, puis d'une autre encore. Alors, un long murmure se fit entendre. Était-ce la foule qui soupirait? D'un bout à l'autre du champ, ce n'était plus que mouvement, agitation. Seule la femme qui fauchait ne s'aperçut pas de l'émotion générale. Elle tendit encore la main, et quand elle ne rencontra que le vide, Anne-Marie parut surprise et désappointée. Puis ses bras retombèrent et elle s'écroula sur le sol. Plusieurs femmes éclatèrent en sanglots, et la foule se serra près de la gisante, ne laissant qu'un faible espace du côté où se trouvait le maître. L'approche soudaine de l'assistance effara Anne-Marie. Elle fit un geste incertain, comme si elle eût craint qu'on la touche. Son fils, qui ne l'avait pas quittée de la journée, tomba à genoux à côté d'elle. Même lui n'osa pas la toucher, mais il étendit l'un de ses bras derrière le dos de sa mère et l'autre devant elle, à la hauteur de la clavicule, pour la retenir si elle devait tomber. Il ne cessait de se lamenter. En cet instant, le soleil disparut. Le vieux seigneur s'avança et se découvrit solennellement. La foule se tut, dans l'attente de ce qu'il allait dire, mais pendant 1 ou 2 minutes, il ne dit rien, puis il s'adressa lentement à la femme. « Ton fils est libre, Anne-Marie. » Puis il attendit encore un peu avant d'ajouter. « Tu as fait une bonne journée de travail. Ton travail est celui d'un grand jour. On s'en souviendra longtemps. » Anne-Marie ne leva les yeux que jusqu'aux genoux du maître, et il comprit qu'elle n'avait pas entendu ses paroles. Il reprit doucement. « Dis à ta mère, Gotsk, ce que je viens de lui dire. » Le garçon n'avait pas cessé de sangloter. Il lui fallut du temps pour reprendre ses esprits et maîtriser son émotion et ses pleurs. Alors il parla d'une voix sans timbre et un peu impatiente, comme s'il transmettait à sa mère une nouvelle banale. « Je suis libre, mère. Tu as fait une bonne journée de travail. On s'en souviendra longtemps. » Au son de sa voix, elle tourna son visage vers lui. Un faible éclair de surprise parut sur ses traits. Mais elle n'eut pas non plus l'air d'entendre ce qu'il disait, de sorte que ceux qui entouraient la mère et le fils se demandaient si l'épuisement n'avait pas rendu Anne-Marie sourde. Pourtant, elle finit par lever doucement une main hésitante vers le visage de Gotsk, et elle toucha de ses doigts la joue du jeune garçon. Cette joue était trempée de larmes, et le bout des doigts de la mère y resta légèrement collé. Elle parut incapable de vaincre cette faible résistance, ou même de retirer sa main. Puis, doucement, sans se presser, comme une gerbe de blé qui s'incline vers le sol, elle se pencha et sa tête se posa sur l'épaule de son fils, qui l'entoura de ses bras. Il la tint serrée contre lui, le visage enfoui dans les cheveux et le fichu pendant si longtemps que les artisans les plus proches de la mère et du fils pris de peur en voyant le corps si frêle dans les bras du garçon, se baissèrent pour relâcher son étreinte. Il les laissa faire sans dire un mot, mais la femme qui prit Anne-Marie dans ses bras pour la relever, dit en s'adressant au vieux seigneur. « Elle est morte. » La foule qui avait suivi Anne-Marie pendant toute la journée resta sans bouger, sans détourner les regards du champ pendant plusieurs heures. Tant que dura le crépuscule et plus longtemps encore. Bien plus tard, quelques hommes firent un brancard avec des branches d'arbres et emportèrent la morte. D'autres s'attardèrent à parcourir le champ d'un bout à l'autre. Ils refaisaient le trajet de la journée, mesuraient le champ de seigle, lisaient les dernières gerbes fauchées par Anne-Marie.
Le vieux maître resta longtemps avec eux. Lui aussi faisait quelques pas, s'immobilisait et recommençait à marcher. Quand il fit plus sombre, il put circuler tout près d'eux, ou même au milieu d'eux sans être reconnu. Plus tard, à l'endroit où la femme était morte, le vieux seigneur fit dresser une pierre gravée d'une faux. Les paysans de la région baptisèrent ce champ du nom de champ de la douleur. Il fut connu sous ce nom bien après qu'on eut oublié l'histoire d'Anne-Marie et son fils. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, de vous abonner. Merci beaucoup.